Longtemps journaliste, je crois, à l'AFP, nul n'est parfait. Vous avez une vie avant cette vie, entre autres d'être le fondateur de Stop Russophobie. Vous avez péché avant de confesser? Stop Russophobie. Sinon, il n'y aurait rien eu à dire. Voilà. Mais vous avez toujours du boulot. Je pense que la russophobie se porte pas si mal que ça en France actuellement. Ce qui est très nocif pour la France elle-même, bien évidemment, comme tous les racismes. Pour être dans Comme toutes les phobies. Ouais, c'est bien. Comme toutes les phobies. Absolument. Mais on dirait qu'il y a des phobies autorisées. Il y a des phobies autorisées. Une auditrice, Dimitri, il paraît, lu sur les réseaux sociaux, que les USA étaient en passe d'abandonner l'OTAN prémisse d'une guerre sur le sol européen. Troisième guerre mondiale, point d'interrogation. But planifié depuis longtemps de détruire notre civilisation, déjà bien amochée. Pardon pour le terme. Bon, en tout cas, voilà une auditrice qui nous plante bien le décor. Dimitri, est-ce que vous voulez bien, dans cette seconde partie, peut-être nous présenter, en espérant que les connexions soient bonnes, nos deux invités du jour, en plus de vous, Dimitri. Nous vous laissons la parole. Merci, elles ont l'air d'être excellentes, les connexions, et nous avons un invité qui est aujourd'hui en Russie, qui est l'un des meilleurs journalistes russes couvrant les questions militaires. Donc je pense que c'est en plus un francophone émérite. Donc, il va pouvoir parler à tous nos auditeurs sans intermédiaire et sans l'intermédiaire de la traduction, même ChatGPT. Alors, c'est Alexandre Artamonov. Donc, Alexandre Artamonov. Est-ce que vous nous entendez? Bienvenue dans ce libre journal. Mes chers collègues, moi je vous entends. Je reçois 5 sur 5. Oui. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que ça va très bien. Et alors, notre deuxième invité, lui, c'est pas un journaliste, c'est un militaire qui... militaire un jour, militaire toujours, c'est comme les journalistes. Il s'appelle Pierre Place et il a travaillé notamment dans les services de renseignement de l'armée. Il est capitaine et il suit bien évidemment la situation actuelle avec un œil d'expert dont on va pouvoir profiter. Voilà. Alors, capitaine Pierre Place, est-ce que vous nous entendez? Ah bah c'est mal parti. J'ai l'impression que le capitaine en plus est figé. Il se fige et non d'effroi. Eh bien écoutez, on va espérer qu'il va se défiger. Et, en tout cas, on a Alexandre Artamonov. On a Alexandre en tout cas. Donc je vais vous poser déjà la première question, Dimitri, et puis on pourra ensuite évidemment échanger avec nos invités. Et c'est grave, l'heure, moi, me semble particulièrement grave, et en tout cas les choses sont sérieuses. D'ailleurs, le titre de cette émission, c'est l'escalade OTAN-Russie, parce que, disons les choses, à un moment donné, je veux bien qu'on parle éternellement du proxy ukrainien, mais ce qui se passe, c'est bien entre l'OTAN et la Russie, c'est pas nouveau, mais ça tend à très fortement s'accentuer, puisque nous avons aujourd'hui alors ça ne reste que des discours, mais ces discours sont de plus en plus belliqueux. Et donc dans cette évolution de la situation, rappelons-nous, les Occidentaux ont cette fâcheuse tendance à se fixer eux-mêmes des lignes rouges qu'ils vont ensuite, dans un second temps, franchir allègrement. Mais c'est eux qui se les fixent à eux-mêmes. On n'utilisera pas, on ne leur donnera pas de matériel de haute technologie. Et puis si, on va leur donner du matériel de haute technologie. On ne va pas leur donner des chars de dernière génération. Puis finalement, on donne des Challenger, des Léopard 2, des Abrams. Donc on continue. Après, oui, mais non, on ne va pas leur donner des missiles qui seraient trop performants. Et puis on les donne. On ne va pas... cautionner une intrusion sur les territoires russes. Et puis finalement, on le cautionne. Il l'a cautionné, le responsable, le patron de l'OTAN. Et puis évidemment, non, on n'utilisera pas, on ne laissera pas les Ukrainiens utiliser des missiles de longue portée, de type balistique, dans la profondeur. Parce que sinon, évidemment, on risquerait d'être considéré comme co-belligérant. Apparaît à ce moment-là, à mon avis, une histoire de corne-cul incroyable qui me fait
inquiète, et ça m'inquiète beaucoup, étrangement penser à ce que l'on a connu à l'époque de la Seconde Guerre du Golfe, avec Colin Powell qui, devant les Nations Unies, agite une petite fiole comme ça en disant « Oh, attention, les armes de destruction massive de Saddam Hussein ». Là, on nous fait un coup différent. D'abord, on a Burns, le directeur de la CIA, qui, pour rassurer un peu tout ce beau monde, bon, je rappelle que les services, leur premier devoir professionnel, c'est de mentir. Donc, quand il nous dit il n'y a rien à craindre, on a craint à un moment donné que la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires pour se défendre, mais tout ça, c'est de la blague, c'est pas demain la veille que ça arrivera. Déjà, il nous prépare, moi ça m'inquiète dans la préparation. Et puis, surtout, on commence à nous expliquer que les Iraniens ayant livré, ça me fait hurler de rire, des missiles, 200 ou 300 missiles balistiques à la Russie, que l'inverse soit éventuellement vrai, pourquoi pas, mais que ce soit l'Iran qui livre en haute technologie, mais on demandera peut-être à Alexandre Artamonov ce qu'il en pense, de la haute technologie à la Russie. Moi, honnêtement, ça me fait hurler de rire. Mais bon, j'ai peut-être tort après tout, mais ça, il tire prétexte de ça pour dire, nous allons autoriser les Russes, nos alliés ukrainiens, à utiliser sur le territoire russe en profondeur de la technologie de missiles balistiques. Et là, évidemment, ça coince et Vladimir Poutine semble répondre écoutez, c'est pas compliqué. Si on en arrive là, ça sera plus une guerre clairement, ça ne sera plus une guerre entre la Russie et l'Ukraine ou une opération spéciale. Il y aura bien une guerre entre la Russie et l'OTAN. Donc voilà. Après ce long liminaire, je vous laisse la parole pour commenter la situation. Alors, pour continuer dans le rire, un responsable du Pentagone a dit hier ou avant-hier que leur opération était destinée à protéger la souveraineté de la Russie. C'est encore plus drôle. Ah bon ? C'est absolument... On se demande où vont chercher ça, ou dans le cynisme, ou dans un humour vraiment très, très, très recherché. Parce qu'évidemment, tout le but de cette guerre au niveau des États-Unis, c'est le vieux but qu'ils avaient, qui est en fait de démanteler la Russie. Et c'est si on n'a pas la clé de cette conception-là, de cette volonté-là, qui est une volonté sur plusieurs décennies stratégiques, eh bien, on n'arrive plus à très bien comprendre pourquoi aujourd'hui, entre escalade ou discussion, négociation, il peut y avoir cette situation. Sur le terrain, la bagarre continue. Malheureusement, la tragédie du monde russe, du massacre de Russes des deux côtés, continue. Les troupes russes avancent pour défendre Donetsk et arrêter les bombardements contre les civils de Donetsk qui durent depuis 2014, avec succès, mais avec prudence, et en montrant les limites des possibilités russes, c'est-à-dire notamment les limites démographiques de la Russie. C'est-à-dire quand la propagande d'ici raconte le fait que la Russie voudrait prendre toute l'Europe, etc., elle ne le peut pas d'un point de vue de population, tout simplement. Vous vous rendez compte, rien que pour qu'il y ait des troupes partout en Ukraine, assurer la sécurité de différentes régions de l'Ukraine qui pourtant demanderaient à retourner dans le giron russe jusqu'à Odessa, eh bien, il faudrait énormément de gens pour assurer l'administration, la fonction publique, le fonctionnement de toutes les institutions et de toutes les installations, plus des militaires. Mais ça, la Russie, elle n'a pas forcément les gens pour le faire. Quand on dit aujourd'hui, quelquefois j'entends justement des gens comprenant les positions russes, disant mais ils vont trop lentement, ils vont trop lentement. Alors Alexandre va nous expliquer pourquoi ils vont lentement. Ils économisent les hommes. Ils veulent être sûrs d'eux. Parce que contrairement à ce qu'on dit, les proxys ukrainiens ont beaucoup de drones, beaucoup d'armements, beaucoup de conseils, notamment par les satellites de l'OTAN. Et tout le problème est que justement, si ils se mettent à tirer avec des missiles à longue portée, il est évident qu'elles doivent être guidées par les satellites. Et, oui, ça, et c'est Poutine pourquoi dit, Poutine dit attention, ça veut dire que c'est une guerre avec l'OTAN. Alors je ne sais pas ce qu'en pense Alexandre, je pense qu'on peut lui demander justement une explication de ça. Alors, peut-être d'abord une explication, et puis moi, sur Alexandre Artamonov, j'aimerais savoir un petit peu quelle est l'atmosphère et quelle est l'opinion, le sens, dans quel sens va l'opinion publique russe actuellement. Alexandre, est-ce que vous pouvez déjà répondre par rapport à ce que vous a demandé Dimitri de Koshko ?
Oui, je reçois 5 sur 5. Alors, pour faire écho un peu aux paroles de Dimitri, je dirais bien qu'il a parfaitement présenté la donne, que c'est un peu ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il y a une avance inexorable, peut-être un peu longue, mais tout de même continue de la part des troupes russes qui avancent pour de bon, enfin, qui ne sont peut-être pas très, très rapides, si je puis dire. C'est pas vraiment une guerre éclair comme on en faisait dans le temps, enfin, à l'époque napoléonienne peut-être, mais que il y a des raisons très fortes pour ne pas avancer trop rapidement. Enfin, là, de nouveau, je ne peux que vraiment corroborer et confirmer une fois de plus ce que Dimitri vient de dire. Et pour ce faire, je vous présenterai quand même quelques chiffres, disons, de la part des militaires. Oui. Voilà, donc ça va être, la donne militaire, elle est très simple. Alors, voyez un peu combien y a-t-il de personnes, combien y a-t-il de militaires russes sur le front, enfin sur la vieille ligne de front, telle qu'elle a été avant que le front n'ait été élargi à deux nouvelles régions, à deux nouveaux districts qui ont été inclus dans la trajectoire du conflit, si je puis dire, façon de parler. Et donc, le front qui s'est organisé en 2022 était long d'à peu près 1200 kilomètres. Voilà, enfin, pour vous décrire cette courbe, parce qu'en fait, c'est une courbe, allant de la mer Noire et jusqu'à la région de Belgorod, eh bien, c'est 1200 kilomètres, ce qui est énorme quand même, comparé un peu à la superficie de la France et la distance entre, par exemple, Paris et Marseille, qui est quand même inférieure presque par deux fois. Et donc, 1200 kilomètres avec une armée russe à l'époque, enfin, c'était au mois de mars, enfin, plus exactement au mois de février 2022, qui n'était forte que de 300 000 personnes. Alors, 300 000 personnes, même moins que ça, parce que là, j'essaie d'être objectif. Et en fait, les Russes ont toujours dit qu'il n'y en avait que 200 000, voire 250 000. Enfin là, je corrige quand même la donne compte tenu du fait, en rectifiant le tir, qu'il y avait également des milices de Lugansk et de Donetsk, ce qui nous ramène au nombre, à la quantité de 300, peut-être même de 350 000 personnes. À tout casser, eh bien, ils avaient non seulement à tenir le front, parce que telle a été la décision de la Russie, à attaquer, à soutenir la population de Donbass, mais à essayer d'avancer. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Parce qu'en fait, la Russie, je dirais pas conquis, parce que ce n'est pas le terme approprié, en tout cas pour une bouche russe, pour une langue russe, mais enfin, on dit entre Libéré. nous, enfin, libérer. Voilà, exactement. C'est le verbe exact pour les Russes. Alors, voyez-vous, donc il y a eu à peu près 14% du territoire ukrainien qui se retrouvait donc définitivement acquis à la cause russe et à l'État russe également, parce qu'en fait, ils ont rejoint quatre districts qui ont rejoint la Russie, et ceci avec une force qui a dû être agrandie tout en faisant la guerre. Alors maintenant, pour tenir le front de 1200 km avec une division qui tient à la ligne de 40 km et 1200 km de longueur au total, ça vous donne à peu près 600 000 personnes. 600 000 personnes en première ligne. Or, le front est quand même un système vivant, si je puis dire. C'est un organisme qui vit, qui respire, qui consomme. Et donc, il y a ces lignes de livraison, sa logistique. Voilà, deuxième ligne aussi, donc police militaire et qu'en sais-je encore. Ce qui nous donne un chiffre au total d'à peu près 900 000 personnes, enfin peut-être presque 1 million. Mais donc ce million-là, c'est tout ce que la Russie pouvait aligner il y a combien? Il y a à peu près 6 mois. Et à ce moment-là, Zelensky, ou plus exactement à mon sens, ça a été Antonio Aguto, général américain qui a maintenant ses quartiers ici à Kiev, qui a décidé de rallonger le front d'à peu près 800 kilomètres. Voilà, donc pour deux nouvelles régions, de Koursk et de Belgorod. La région de Koursk est limitrophe par rapport à la frontière biélorusse. La Biélorussie n'est pas en jeu, n'est pas entrée en jeu, c'est-à-dire la Biélorussie est un pays neutre, bien qu'allié de la Russie, ça va de soi. Mais l'Ukraine ne fait pas la guerre à la Biélorussie, ni le contraire d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue, il fallait que la Russie, enfin, vous comprenez bien, agrandisse ses troupes, et c'est vieux de juste 3 mois, moins que ça, d'à peu près 1 million de personnes. C'est-à-dire qu'il fallait que les Russes se retrouvent avec une armée forte d'au moins 2 millions de personnes. Alors, tandis que tout ce qu'on pouvait avoir, c'est 1 million de personnes. Alors, même s'il y a donc le moyen de se donner quand même, disons, de répondre à ses ambitions, il faut quand même un certain temps pour pouvoir le faire. Voilà, donc pour paraître au plus pressé, il y avait des appelés, enfin des conscrits qui ne devaient en principe pas entrer en guerre, parce que tel a été le bon vouloir de Poutine. Eh bien, ils ont été obligés de tenir le coup face à des troupes aguerries, à des troupes ukrainiennes qui ont attaqué la région de Koursk, qui en fait ont essayé à plusieurs reprises d'attaquer la région de Belgorod. Vous allez me dire,
peut-être, enfin, qu'en sais-je, ils étaient dans leur droit parce qu'en fait, la Russie a attaqué l'Ukraine. Enfin, nous, on n'a pas ce genre de logique, enfin, on comprend très bien. Mais ceci dit, il y a eu quand même une tare très spéciale de la part donc, de l'armée russe, parce qu'en fait, les Russes n'ont pas préparé les lignes de défense. Enfin, les lignes de défense n'étaient pas prêtes, parce que la région de Koursk et la région de Belgorod n'étaient pas considérées comme deux régions faisant partie donc, de la zone de conflit. Alors c'est un peu, si je puis dire, enfantin, parce que quand on fait la guerre à un pays, on doit être sûr et certain qu'il y aurait peut-être des coups tordus et que le front pourrait être élargi et patati patata, enfin j'en passe. Et donc quand même, encore une fois, à mon sens, en 2022, ça a été quand même une grande aventure que de commencer la guerre, enfin de lancer, d'amorcer la manœuvre, n'ayant pas vraiment tous les effectifs à l'appel. Et ce qui pour moi, en tout cas, est une preuve tout à fait flagrante que la Russie n'y était pas préparée, ne voulait pas la guerre, a été obligée de la faire parce qu'en fait, elle voyait que les troupes des deux régions, de Lugansk et de Donetsk, en l'occurrence, étaient décimées et que la population civile en pâtissait énormément et était sur le point de lâcher prise, de se faire, disons, complètement engloutir par l'armée ukrainienne. Donc maintenant, Et puis, excuse-moi, et puis simplement qu'il y allait y avoir un lancement d'une opération de nettoyage ethnique dans le Donbass, dont l'OTAN a parlé et dont l'OSCE a rendu compte en disant les préparations d'artillerie dès le 13 février. affirmatif, mon cher Dimitri, je voulais juste dire que bon, quand même, il faut présenter, enfin, il faut appeler un chat un chat. Donc, dans la région de Koursk, il y a eu plus d'un millier de kilomètres carrés qui se sont retrouvés sous le contrôle des troupes de Zelensky. Enfin, nous autres en Russie, on ne dit plus président d'Ukraine parce qu'en fait, selon nous, il n'a pas eu son mandat confirmé. Il n'y a eu pas d'élection présidentielle. Qui n'ont pas été lancés, enfin, Ukraine disant qu'ils étaient en guerre, donc ils ne pouvaient pas organiser les présidentielles en bonne et due forme, mais quand même, donc pour nous, il n'est plus un président ni légal ni légitime, parce qu'en fait, les Ukrainiens ne sont pas tellement chauds à faire la guerre. Enfin, si on comprend bien les sondages qui ont été réalisés, y compris par des médias occidentaux. Mais ceci dit, les Ukrainiens disent très souvent qu'ils se retrouvent à court d'effectifs, enfin disons de militaires. Nous, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas de cet œil parce qu'on voit bien que les Ukrainiens tiennent le coup dans les régions de Koursk, qui est le territoire russe par excellence, qui n'a jamais été le territoire de litige, donc un territoire russe internationalement reconnu, donc maintenant acquis par Zelensky pour faire peut-être, enfin c'est un peu sa logique si on comprend bien, l'échange avec les territoires se retrouvant sous le contrôle russe. Enfin, nous, on ne va pas le reconnaître parce qu'en fait, Vladimir Poutine a dit qu'il n'allait pas marchander à la terre. Et les Russes sont solidaires de cette prise de position. Enfin, il y aura aucun pourparler tant que la région de Koursk sera occupée par les troupes ukrainiennes. Et c'est un peu la logique qui a été confirmée par Shoigu, enfin, M. Shoigu, qui est maintenant chef du Conseil d'État, donc qui avant était ministre de la Défense, de sécurité, voilà, du Conseil de sécurité, absolument. Merci Dimitri de rectifier le tir. Et donc, c'est Lara. Non, mais Dimitri connaît le maîtrise sur le bout de doigt. Hein. Ouais. Mais ceci dit, donc, quand même, on se demande, on se creuse un peu donc, le ménage, en se demandant, mais pourquoi aurait-on des pourparlers, même si la région de Koursk est libérée, tant que les objectifs fixés par Poutine ne seraient pas atteints? Parce que les objectifs tels qu'ils étaient fixés, et les Russes restent toujours solidaires donc, de cette prise de position du président, eh bien, c'est de, comme on dit, dénazifier l'Ukraine et en fait la démilitariser. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.